La poignée de main est vite expédiée et les regards fuyants. La mise en scène était pourtant censée symboliser la réconciliation après le combat. 58,65%. Un duel largement remporté par Benoît Hamon. Ses partisans sont galvanisés. En fait, on en avait marre d'austérité, voilà, ça y est, le peuple a parlé. L'ex-frondeur savoure son triomphe. Puis lance un appel aux écologistes et à Jean-Luc Mélenchon. Je leur proposerai de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, écologique et démocratique. Benoît Hamon, l'élève dissipé devenu premier de la classe, reçu par monsieur le directeur. Il y avait un peu de cela cet après-midi dans le bureau de Bernard Cazeneuve. Le Premier ministre a certes félicité le nouveau candidat, mais attention, il l'a averti sur ce que la gauche devra faire. Elle ne réussira pas sans assumer le bilan du quinquennat de François Hollande, dont nous avons toutes les raisons d'être fiers des progrès qu'il aura grandement contribué à rendre possible. Cela aussi, je l'ai dit en toute franchise, clairement, nettement à Benoît Hamon. Au Parti socialiste, on range les décors. Derrière l'unité de façade, les fissures sont déjà là. Premier de ces frondeurs d'un nouveau genre, le député René Dosière, bien connu pour ses rapports sur les gaspillages publics. Il ne votera pas Hamon, dit-il, car son programme est celui d'une gauche qui se complaît dans l'opposition protestataire en compagnie de l'extrême gauche. Même sentiment pour ce député bordelais qui se présente maintenant comme objecteur de conscience. Je défendais la politique gouvernementale. Comment est-ce que je peux aujourd'hui aller derrière un candidat qui est en rupture avec cette politique gouvernementale? Certains pro-Valls veulent bien donner une chance à Benoît Hamon. Tout est ouvert. Son programme n'est pas acceptable. Il faut qu'il le modifie. D'autres ont déjà sauté le pas et ont annoncé cette nuit leur ralliement pur et simple à Emmanuel Macron. Les députés Dominique Baird, Alain Calmette, Marc Goy, ainsi que le sénateur Maurice Vincent. Ceux-là, Benoît Hamon ne pourra plus les convaincre. Le candidat a un autre défi, éviter que ce début de fuite ne se transforme en grande vague. Bonsoir Benoît Hamon, merci d'être avec nous. Bonsoir David Pujadas. Après cette victoire, je voudrais d'abord vous montrer une image. Vous-même, hier soir, il y a un mois ou deux, le grand public ne vous connaissait pas. Personne ou presque ne misait sur vous. C'est le plus beau jour de votre vie politique ? Non, le plus beau jour de ma vie politique, il sera peut-être en mai. C'est une belle étape. C'est une belle étape parce qu'elle m'a permis de défendre un projet auquel je crois et qui a réuni plusieurs centaines de milliers, plus d'1 million d'électeurs de gauche qui m'ont donné de la force, de l'élan, et j'espère que cet élan nous mènera ensemble jusqu'à l'Élysée. C'est pas une question politique, mais plutôt personnelle. Est-ce que vous vous sentez prêt à endosser ce lourd costume présidentiel ? Oui, sinon je n'aurais pas pris cette décision. Je mesure l'état d'instabilité qui est celui de la France en Europe, l'Europe dans le monde, avec l'arrivée de Donald Trump et l'inquiétude qu'il fait peser sur le continent par ses choix, l'inquiétude que fait peser Vladimir Poutine sur le continent aussi européen. Et c'est une décision grave, parce que je sais que notre pays est en crise, toujours menacé par le terrorisme, jusqu'ici incapable de comprendre la transition qu'il faut opérer sur le travail, incapable de penser jusqu'ici la nouvelle protection sociale qui est nécessaire. Il y a des éléments positifs dans le quinquennat, mais il me semble qu'il faut maintenant nous tourner vers ce futur-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'un futur désirable. Et ce futur désirable, j'espère pouvoir l'incarner avec force dans les semaines qui viennent. Le rôle d'un président, c'est de faire rêver, de faire désirer, même en temps de crise et après les attentats ? Moi, j'ai le souvenir de Michel Rocard, auquel je dois beaucoup dans ma culture politique, qui parlait d'une forme de devoir de grisaille, c'est-à-dire de regarder la réalité telle qu'elle est. Et je pense qu'il avait raison, il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Et souvent, c'est la chose la plus difficile pour les responsables politiques qui s'enferment dans le déni. Cette formule, évidemment. Désirable. Mais il faut pouvoir se projeter. Et moi, à partir de ce réel, je veux, comme disait Jaurès, aller à l'idéal. En tout cas, montrer un objectif. Ce futur désirable, c'est quoi ? C'est que mes enfants fasse des enfants dans un monde qui soit un monde respirable, que le travail tel qu'il est en train de se transformer permette demain aux nouvelles générations de ne pas enchaîner que des contrats précaires, mais qu'elles puissent être aussi bien protégées, ces nouvelles générations, que nous ne l'avons été, vous et moi. Et ce sont autour de ces questions qui touchent à l'écologie, à la démocratie, quel est le pouvoir réel de nos compatriotes de décider de leur vie et de la vie de la nation, comment est-ce qu'on construit un modèle de développement où on s'interroge sur nos modes de production, nos modes de consommation, l'impact qu'ils ont sur notre environnement et la dette
que nous avons vis-à-vis de la nature et que nous laissons à nos enfants. Ce sont ces questions-là que je veux porter et qui, je parle de futur désirable, en tout cas, on réunit des Français dont on n'imaginait pas qu'ils puissent à nouveau peut-être se mobiliser positivement. C'est pas autour d'une angoisse que j'ai mobilisé les Français, c'est pas la peur au ventre, c'est sur le désir, effectivement, d'un futur qui soit un futur plus fraternel et plus solidaire. Mais là-dessus, il y a un premier moment de vérité. Vous l'avez entendu dans ce journal, vous l'avez observé, ces députés PS qui font défection, et on entend beaucoup, soit Benoît Hamon met de l'eau dans son vin, soit ce rassemblement, il sera difficile. Alors, est-ce que vous allez amender votre programme sur des points clés, par exemple, qui ont suscité beaucoup de débats, comme le revenu universel ou la réduction du temps de travail? Écoutez, ce serait curieux que je dise, il y a de grandes transitions qui supposent des réponses à la hauteur des défis de notre temps et pas des défis du passé. Ce serait curieux que je dise, il faut en finir avec les solutions du passé qui n'ont pas marché, et de dire qu'au terme de la primaire, finalement, ces transitions ne s'opèrent plus et qu'il faudrait ranger ces solutions. Donc oui, je maintiens le cap du revenu universel. Cela veut-il dire que je ne m'inspirerai pas et que je n'enrichirai pas mon programme des contributions qui sont celles de la famille socialiste? Évidemment non, je vais me prendre quelques exemples. Il y a dans ce quinquennat des éléments évidemment positifs et je n'ai jamais, moi, considéré qu'il était indéfendable. Je prends l'exemple Matthias Fekl quand il s'est opposé au TAFTA, au traité transatlantique avec les Américains. Il porté un bon combat. Quand Marisol Touraine s'est battue sur le compte pénibilité, c'était un bon combat. Le fait que Najat Vallaud-Belkacem ait maintenu la priorité à la création de postes dans l'éducation nationale, c'était un bon combat. Mais Benoît Hamon, est-ce que vous pouvez citer une proposition de Manuel Valls que vous reprendrez dans votre programme? Mais nous travaillerons, et je veux dire simplement les choses. Moi, je ne suis pas fermé au fait d'enrichir ce projet. Au contraire, ce que je veux indiquer, c'est que l'espérance qu'il se lève, qui est la chose la plus précieuse qui soit, c'est-à-dire de nourrir un projet politique aussi d'une espérance, pas simplement de la peur, c'est-à-dire de voter contre. Moi, je souhaite que l'on vote pour ce que je propose et pas contre François Fillon ou Marine Le Pen seulement. Eh bien, cela, je le garderai intact parce que c'est le legs le plus précieux de cette campagne, l'élan et la force que m'ont donné plus d'1 million d'électeurs de gauche qui ont dit quoi? Que la gauche se relève, qu'elle a envie de gagner l'élection présidentielle, mais que pour la gagner, il faut qu'elle se tourne vers l'horizon et pas qu'elle ressasse ses vieilles querelles et qu'elle se rassemble. C'est la raison aussi pour laquelle rassembler la famille socialiste est pour moi indissociable de la nécessité de rassembler la gauche. Un point encore, rassembler la gauche, vous aviez dit, dès ma victoire acquise, j'appellerai Jean-Luc Mélenchon. Vous aviez parlé aussi de Yannick Jadot. Jean-Luc Mélenchon, ça y est, vous l'avez eu au téléphone? Non, je ne l'ai pas eu au téléphone. Je verrai Yannick Jadot demain. J'espère avoir des contacts avec Jean-Luc Mélenchon, mais pas que avec les responsables politiques de la gauche. Emmanuel Macron, vous l'appellerez aussi? Il faudra qu'il tranche, Emmanuel. Est-ce qu'il est de droite, est-ce qu'il est de gauche? C'est un peu un clignotant, un jour de droite, un jour de gauche. J'aimerais savoir s'il est de gauche, on discutera. S'il ne l'est pas, on ne discutera pas. Mais plus généralement, ce qui, moi, m'intéresse aujourd'hui, c'est que des grandes voix de l'économie, du monde associatif, de la lutte contre l'exclusion, de la culture, viennent enrichir le projet politique que je porte. Moi, je ne veux pas réduire le rassemblement à une affaire d'appareil. Et quand j'étais avec Bernard Cazeneuve, dont je remercie de son soutien, même s'il est exigeant, nous n'avons pas parlé d'appareil. Nous avons essayé de nous projeter ensemble vers le défi qui est celui de permettre à la gauche d'être au second tour de l'élection présidentielle. Rien ne serait pire que de devoir assister passif à un duel entre l'extrême droite xénophobe et nationaliste, qui ne vit que du commerce de la peur, et une droite conservatrice, qui aujourd'hui, elle aussi, vit de ce commerce de la peur et de l'angoisse. Moi, je veux en tout cas que cette gauche relève la tête, et j'irai en mai jusqu'au bout autour de cette espérance. Merci Benoît Hamon d'avoir répondu à nos questions. Merci David Pujadas.